si génique qu'on lui propose lui-même ne lui fera pas grand-chose, elle permettra peut-être plus tard de soigner d'autres enfants atteints du même handicap. Et nous arrivons maintenant à notre casuistique. Alors, le premier élément, c'est la coopération humaine. Bon, la coopération humaine, c'est clair ce que c'est un concours physique ou moral apporté par une personne à l'action mauvaise faite par une autre personne, et l'autre est décrit comme l'acteur. Donc celui qui coopère, il n'est pas l'acteur principal, il donne simplement son aide. Alors la coopération, c'est un point très important en bioéthique. Alors elle peut être active ou passive. Passive, et passive, c'est très important. Quand je ne fais rien, simplement par le fait de m'abstenir, je coopère. Alors, si par exemple j'apprends que l'on traite mal des personnes âgées, je ne sais pas, dans une EHPAD que je connais, et je ne fais rien, eh bien, c'est une coopération passive au mal qu'on ait fait à ces personnes âgées. Si, par exemple, j'apprends qu'on a très mal, alors c'est un sujet brûlant, je m'excuse, mais je le dis, très mal traité des migrants, et je ne fais rien, ou je ne parle pas de rien, je coopère à cette action qui n'était pas très belle. Alors maintenant, on distingue coopération formelle et coopération matérielle. Coopération formelle, alors là, ça c'est la mauvaise. Je partage l'intention mauvaise de l'acteur principal. Même si moi je ne fais rien. Mais si je partage son intention, je rentre dedans. Quand je reprends mon thème de l'avortement, qui est classique, l'avortement, peut-être qu'on y arrivera. Jean-Paul II, dans l'Évangile Vitae, fait ça, ces cercles, comme il décrit, les cercles de responsabilité. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui coopèrent dans l'avortement. Et que la plus coupable n'est pas forcément la femme qui, effectivement, va aller se faire avorter, mais tout le cercle des gens qui, d'une certaine façon ou d'une autre, l'ont poussé à cela. Hein? Alors, par exemple, c'est certain que lorsque les députés, avec une grande majorité, ont voté sur ces lois sans rien prévoir au niveau d'aide aux femmes, etc., vraiment une loi facile, sans rien prévoir, là aussi, ils préparaient des problèmes. Et ils n'ont fait que voter. Et jamais ils ont touché un avortement. Non, non, ils sont blancs comme neige. Ils ont une responsabilité peut-être plus grande que la femme qui avorte. Colossale, ces députés. Et tous ceux qui n'ont rien fait par la suite pour améliorer ou pour s'occuper justement des femmes qui avaient un problème de grossesse, là aussi. Hein. Donc, la coopération formelle, coopération des idées, elle est absolument inexcusable. C'est pratiquement comme on faisait là. Le fameux adultère dans l'esprit dont parlait Jésus. Hein. Mais elle peut être matérielle. Dans la coopération matérielle, je coopère matériellement à un acte dont je ne partage pas forcément l'intention. Par contre, si la coopération matérielle est volontaire, par exemple, je vais aider volontairement dans une salle d'op un avortement, alors là, totalement imputable, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, si elle est involontaire, accidentelle, la culpabilité dépend un petit peu du niveau de la coopération. Alors, c'est là, il y a le fameux exemple qui est vrai. On a une clinique, un hôpital avec des salles. Prenons une petite clinique, parce que l'hôpital, quand même, en général, on essaie de séparer. Cette clinique a un certain nombre de salles d'opération. Chaque salle a son instrumentiste et l'infirmière qui est attachée à la salle. Et puis, il y a une salle, probablement un petit peu à l'écart, qui sert aux avortements. Bon. Alors, il se passe qu'il y a eu une grosse infection dans cette salle, une histoire de perphalin, quelque chose comme ça, et donc on ne peut plus l'utiliser, au moins on va commencer à faire une bonne désinfection, et donc il y a des avortements à faire, et on va utiliser un des blocs normaux de chirurgie. Et l'infirmière qui était là, qui objectait à l'avortement, mais elle était tranquille, elle était dans un bloc où on ne faisait jamais l'avortement. Elle l'avait d'ailleurs signifié. Et elle se trouve obligée d'être là, dans ce bloc. Elle ne peut pas déserter où il va y avoir l'avortement. Alors, que fait-elle? C'est ça le problème. Parce qu'elle va coopérer matériellement,
qu'elle est là en étant contre l'idée. Mais elle ne peut pas déserter. Alors c'est là où à discuter après, c'est pas toujours évident, parce que normalement elle devrait partir. Alors si elle réussit à avoir une collègue à côté qui veut bien prendre sa place, d'accord, seulement en fait, au fond, elle amène la collègue, elle aussi, à devenir coopératrice, c'est peut-être pas si bien. Hein. Or c'est souvent comme ça, hein. On a le droit à ce qu'on appelle le référol. Dans les pharmacies, n'ont pas le droit à l'objection de conscience. Elles sont obligées de délivrer toutes les pilules, y compris la pilule abortive. Bon, le recours des pharmaciens, quand ils ne veulent pas, c'est de dire qu'ils sont à bout de stock. Le stock est épuisé. Mais s'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, il a le droit de... Ah, il est épuisé, très bien, je l'ordonne. Et vous êtes obligé d'ordonner le produit. Bien. Alors du coup, vous avez le produit, et vous êtes là, vous faites un stage dans la pharmacie, il y a la personne qui arrive avec son ordonnance, avec la méfégine dessus. Ah, moi je ne veux pas coopérer, etc. au mal, alors je passe l'ordonnance à la voisine qui veut bien. Là encore. Hein? Oui, je me dégage, mais je passe à la voisine. C'est pas évident comme affaire. Alors, cette femme, bon, ben, si par exemple, elle est mère de famille, elle a des enfants à charge, elle a une situation difficile, elle est divorcée, etc., si elle refuse d'aider cet avortement, elle sait qu'elle perd son poste automatiquement. Hein. Vous n'êtes pas obligé, tout à fait d'accord, je respecte vos opinions, mais ici, on fait des avortements, allez chercher ailleurs. Hein. Ça, c'est classique. Pour les patrons, c'est pareil. Et donc, il y aura un problème. Et là, il ne faut pas qu'elle prenne une décision comme ça, qu'elle réfléchisse à 2 minutes. Elle a sa propre responsabilité de mère de famille avec des enfants. Peut-être qu'après, elle pourra voir. Donc, vous voyez, un peu là, il y a une discussion. La coopération matérielle, maintenant, elle est immédiate quand l'acte du coopérateur, au fond, il est secondaire. Il est... Par exemple, je peux délivrer des compresses qui vont servir à un avortement. Bon, bien sûr, si j'arrête de délivrer les compresses, ça poserait un problème, mais ça ne sera pas tragique. Je coopère à l'avortement avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, mais c'est une coopération à distance, immédiate. Par contre, si mon stock de compresses était absolument nécessaire ce jour-là, à cette heure-là, là, ça deviendrait direct. Le principe est que plus la coopération, la collaboration est lointaine, et plus elle peut se justifier. Plus, disons, le degré de coopération s'éloigne, et plus, au fond, ça se justifie. Un très bon exemple, encore mon histoire de vaccin. Aux États-Unis, vous avez une association, Children of God, qui lutte contre ce qu'on appelle le tainted vaccines. Ce sont des vaccins qui ont été faits pour la rubéole, par exemple. Bon, au début, c'était un peu la polio. Alors, il fallait, encore rapidement, il fallait des cellules humaines pour cultiver les virus, qui étaient très fragiles. Et donc, on a pris des cellules de fœtus avortés. Ces cellules, qui sont maintenant presque dans tout le laboratoire, on a développé ces vaccins, en particulier sur la rubéole et d'autres, toujours en utilisant ces cellules humaines venant d'un fœtus avorté qui a maintenant 20 ans qu'il a été avorté. Alors, les parents protestaient contre ce vaccin qui était obligatoire dans les écoles, ils ne voulaient pas faire vacciner, et cela au nom justement du respect de la vie, en disant ces vaccins ne sont pas honnêtes, ils ont été fabriqués à l'aide de ces cellules humaines qui viennent d'un fœtus, nous ne voulons pas coopérer au mal. Et ils ont présenté leur question à Rome, donc à la doctrine de la foi, où la question a été débattue, et finalement, au fond, on en est vu à quelle conclusion? Qui sont faits sur des cellules de singes. Bon. Alors là, effectivement, ces parents, s'ils voulaient vraiment et honnêtement protester, auraient dû faire pression sur le FDA qui règle l'entrée des vaccins en Amérique pour que le FDA accepte des vaccins faits ailleurs. Et en fait, ils ne l'ont jamais fait. Deuxièmement, on leur a dit, bon, s'il y a maintenant une urgence, admettons qu'il y ait vraiment une épidémie de rubéole, eh bien, à ce moment-là, mon raisonnement que j'ai dit tout à l'heure est tout à fait valable. Vous êtes obligé de rentrer dans le rang parce qu'il y a une urgence au niveau de l'État. Si vous ne faites pas
vaccinez votre enfant, il va devenir transporteur sain de la rubéole, et donc il pourra causer. C'était un peu le deuxième point. Vous, on leur disait, vous avez le droit de faire objection de conscience, après tout, parce qu'il n'y a pas d'épidémie là, actuellement, il n'y a pas de grand danger. Mais si le danger était réel, alors là, non, votre liberté tombe, hein, parce qu'il y a une question de bien public. Bon, pour dire que, en tout cas, le principe, c'est que plus... Alors là, la responsabilité des parents, dans le cas, à la coopération, elle était quasi nulle. Elle était nulle. Parce que, qui était responsable? La compagnie, c'était pas eux. Bon, le médecin est un peu plus responsable, mais eux, ils intervenaient vraiment au dernier rang de responsabilité. Et donc, on pouvait vraiment dire que le fait d'accepter la vaccination pour leur enfant n'avait pas une très grande gravité morale. Alors, la coopération matérielle, médiate, donc, est permise s'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir les faits, si l'intention est droite, si l'acte est neutre, etc., etc. Bon. Alors maintenant, on arrive à une deuxième catégorie, qui est celle, et je vois que l'heure tourne, celle du mal mineur. Alors, je vais aller plus rapidement. C'est une catégorie qu'on utilise très souvent. Dans le cadre, la fin justifie les moyens. Alors, en théorie, on se trouve à un moment donné corner, comme on peut dire. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire des rats. Hein. Quand vous pourchassez des rats, il faut faire très attention à ne pas coincer un rat dans un angle. Parce que si le rat, là, qui n'aurait jamais attaqué, parce qu'il est fui, et si il est dans un angle qui ne peut plus fuir, alors là, il sautera, il vous mordra. Hein. Donc, c'est ça le principe. Et c'est un peu mon mal mineur. Lui, ben, il fera un mal mineur. Mais je risque rien en allant mordre pour me libérer. Bon. On se trouve devant une situation bloquée. Au fond, on a à choisir ou une chose ou une autre, et les deux ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de bonne solution. L'exemple classique, qui est dans Jean-Paul Sartre, c'est l'affaire dans Le Diable et mon Dieu, je crois. C'est un chevalier, Götz, je crois, qui s'appelle, un chevalier allemand, qui a une dent terrible contre une certaine ville, qui lui a fait du mal et tout. Enfin, il est arrivé à mettre le siège devant cette ville, et alors il se réjouit d'avance à la vengeance terrible qu'il va avoir le lendemain en prenant la ville, et en éliminant toute la population, etc. Et là, c'est clair que Götz fera cela. Il va prendre la ville le lendemain, il n'y a pas de problème, il va éliminer toute la population. Alors il y a un chapelain de service qui est là, qui est bien embêtant, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Là, ça intervient dans le conseil. Alors il va voir Götz et lui dit, oui, etc., etc. Moi, tu pourrais quand même peut-être épargner les enfants entre, je sais pas qui dit, entre 8 et 15 ans, par exemple. Alors l'autre, bon, alors finalement, il arrivera à avoir sa réduction de peine. Et alors du coup, d'ailleurs, voilà, l'affaire se continue, parce que Götz, du coup, se convertit et décide de faire que des actions bonnes, et alors ça se retourne contre lui. Mais c'est l'affaire. Donc dans ce cas-là, il n'y avait pas de choix possible, où il y avait, où Götz le faisait, où il y avait cette seconde solution, il y aurait beaucoup qui mourraient, mais une partie serait sauvée. Alors ce principe, c'est un peu l'idée, il faut choisir, et c'est un principe très ambigu, parce que, à la limite, il dégénère dans ce qu'on appelle le sophisme, c'est-à-dire une argumentation fallacieuse. C'était classique, par exemple, quand on parlait du préservatif dans le sida. Et on disait, le préservatif est un must, c'est un mal mineur. Vous vous rappelez, on parlait tout à fait comme un mal mineur. Oui, de calmer cette douleur par une grosse dose d'antalgique qui pourrait, à la limite, mettre en danger la vie du malade. C'est le cas classique qu'a présenté Pie XII. Alors, dans ces cas-là, si... Je crois qu'on peut remercier Monseigneur Ciodo. Et effectivement, cette conception qu'il nous a donnée de la bioéthique est assez générale, nous pose forcément des questions très concrètes sur tout ce qu'on a entendu ces temps-ci. Une première question sur le don d'organes. Est-ce qu'il répond au principe de totalité ou du bien commun? Alors je dirais ni l'un ni l'autre.
c'est justement la question du don d'organes vivants. Le don de cadavre, non. Car le don d'organes vivants va contre le principe de totalité dont je vous ai parlé, puisque la personne n'en tirera aucun bien thérapeutique pour elle, elle met sa santé en danger, et effectivement, et puis même si ça se passe bien l'opération, elle n'aura plus qu'un rein, et qu'éventuellement, si une altération rénale vient au rein, alors là, la pauvre aura besoin elle-même d'une transplantation. Donc, le don d'organes vivants est au fond une exception que l'on accepte. Alors, on a longtemps réfléchi sur quel principe l'accepter. Disons qu'on comprenait que ça marchait sur quoi? Sur une base qui est l'altruisme. Parce qu'au fond, la base du don d'organes vivants est l'altruisme. Venir en aide à quelqu'un. Et on comprenait bien l'altruisme dans le cas d'une famille, de gens proches. Alors, en réfléchissant, et avec l'expérience donnée par les familles, au fond, on s'est aperçu que ceux qui donnaient un organe, à un parent proche, à un cousin, etc., étaient très valorisés par leur acte. Tout acte généreux, tout acte où l'on se donne, est extrêmement valorisant au niveau humain. Je vous dis, c'est la clé du bonheur, mais la clé que les gens ignorent, puisqu'on est dans une société extrêmement individualiste. Dire aux gens qu'il faut aller servir, mais pourtant c'est ça la clé du bonheur. Et donc, dans l'altruisme qui est très poussé, dans un organe, effectivement, le bien psychique et psychologique que la personne en trouvait pouvait être considéré comme valable et intégrant la question du principe de totalité. C'est là ma réponse. Mais justement, comme quand même ça pose un problème, ce don d'organes doit être contrôlé. Il y a des gens qui le feraient un peu à la légère. Donc il faudra que ça soit un majeur, pas un mineur. Si c'est un mineur, c'est un problème. Il faut l'éviter. Si c'est une question de don d'organes d'enfant à enfant, là se pose le problème. Les parents pourront donner l'autorisation. Mais il faut vraiment vérifier la situation des uns et des autres. Et c'est donc là, c'est un problème parce que l'enfant mineur, alors si l'enfant lui-même peut lui-même, et si on le vérifie que c'est honnête, dire oui, je veux donner mon organe à mon petit cousin, et on voit que c'est vrai, bon, mais il faut faire attention. Alors, autre chose, c'est quand c'est un don obligé, coercitif. Parce que si vous avez, c'est très classique dans les dons de moelle osseuse, si vous avez un enfant qui a une leucémie, et on trouve que dans sa famille, il n'y a qu'une seule personne qui a le même groupe tissulaire que lui, qui est un cousin David, alors tous les membres de la famille vont voir David et lui dire « Alors, quand est-ce que tu donnes ta moelle ?» et le pauvre David, même si ça ne lui plaît pas, ben, il se sentira obligé. Donc il faut faire très attention à ce genre de situation. Qu'il faut détruire avec respect pour les questions des embryons congelés. Est-ce que ce n'est pas un homicide? N'est-on pas dans le mal intrinsèque? Alors, ma réponse est que là, vous avez une situation complètement bloquée. Il n'y a pas de bonne solution. L'embryon n'est pas fait pour être congelé. On peut le congeler quand on veut différer une fécondation in vitro d'un jour sur l'autre parce qu'il y a eu un problème. Mais déjà, le principe de congeler les embryons en lui-même est mauvais. Et ça, la Guide a toujours dit. C'est cette affaire qui a permis le développement des FIV, mais c'est cette affaire qui est pernicieuse en elle-même. Il ne faut mettre d'implant d'embryon que le nombre nécessaire, si possible 1, et ne pas créer ces embryons surnuméraires qui après resteront abandonnés. Alors une fois qu'ils sont congelés, qu'allez-vous en faire? Les laisser congeler ad vitam aeternam? C'est ça la question. Alors on a une aberration. Un embryon n'est absolument pas fait. Oui, s'il était par hasard tombé dans un glacier et conservé comme l'homme du glacier Oswald, là, bon, mais là sans ça, on crée une situation mauvaise.
je ne vois pas en quoi prendre une pilule contraceptive protège les religieuses. Le problème n'est pas tant la grossesse que le viol lui-même, et c'est le même problème pour le cas de la femme violée par son mari. Je trouve la proposition de la pilule dans ces cas-là choquante et déplacée. Alors, tout à fait d'accord. Le viol est certainement le problème. Mais quand le viol n'est pas évitable, ça me rappelle tout à fait la discussion qu'on a eue au Conseil de l'Europe sur les malades en internement. Et on a fait un document pour protéger les malades en internement ou soumis à des traitements d'office, pour sauvegarder leur autonomie, leur liberté, leur donner un avocat. On a eu sur le dos toutes les ONG. Quand vous prenez parti pour l'internement, vous êtes des gens épouvantables et tout et tout. Alors on les a fait venir, on leur a expliqué. C'est à peu près ça. Hein. Le viol au Congo belge, il était là. Et c'est sûr que les religieuses y restaient, elles y passaient. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait éviter. Si effectivement vous êtes à New York et que vous allez vous promener de nuit à Harlem, ça, c'est vous qui êtes responsable. Mais sans ça, hein, parfois il faut chercher le viol. Donc dans le cas des religieuses, le viol, en Bosnie, le viol, il s'est fait systématiquement. Et c'est là, justement, c'est pas qu'on va s'amuser à permettre le viol, c'est que le viol, il est. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on peut. Et au moins, on évite que ces personnes aient des conséquences. Oui, ce sera moral, mais au moins, on évite ça. Donc, dans le cas des couples, ça existe très réellement, hein, justement, pratiquement le viol conjugal, la femme ne peut pas fuir, et elle est soumise à ça régulièrement. Hein. Peut-on accompagner un couple qui souhaite cesser tout usage contraceptif sur la voie des méthodes naturelles si ce couple ne se prononce pas absolument en faveur du respect de la vie? Alors, la question des méthodes naturelles, elle se pose effectivement de façon un peu différente aujourd'hui, puisque au départ, elle est quand même venue des cercles catholiques, et elle s'est basée effectivement sur les respects de la vie, avec l'idée que la pilule contraceptive pouvait entraîner certains avortements, et que, effectivement, nous voulions des rapports totaux, complets, spirituels et corporels, la doctrine de l'Église. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui, voulant abandonner la contraception pour des raisons écologiques, au fond, se tourneraient vers des méthodes naturelles. Alors, ma première réponse, un petit peu de l'expérience qu'on a de ce genre-là, est que ça ne marche pas bien. Qu'effectivement, les méthodes naturelles marchent quand on le veut vraiment, et donc, en fait, c'est avec les chrétiens, quand tu as un motif quand même de foi et spirituel. Il faut quelque chose derrière. Le motif écologique n'est pas suffisant. Bon, en tout cas, très bien. Ils veulent se diriger vers les méthodes naturelles, parfait. Accompagnons-les, etc. Et ils font des découvertes. Et ils découvriront, s'ils sont honnêtes et s'ils le font bien, qu'un dialogue va s'installer dans le couple à ce moment-là, au niveau de la sexualité. Les rapports vont changer. Hein. Donc il y aura des ouvertures qu'ils n'avaient peut-être pas soupçonnées avant qu'ils se feront avec ces méthodes naturelles. Donc ce que je veux dire, alors bien sûr, toujours pareil, enfin, il faut connaître les gens, il faut être avec eux, il faut faciliter en leur mettant des rendez-vous avec les moniteurs, il faut voir aussi le type de méthode naturelle. Alors aujourd'hui, vous avez les méthodes de Hilgers, là. Naprotechnologie. Alors, la naprotechnologie est attirante parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des examens, etc. Et alors, les gens, dans la société occidentale, aiment les examens, aiment les systèmes qui se mesurent et tout ça, l'aspect scientifique dont doit être vrai. Alors, c'est pour ça qu'il y avait eu, je me rappelle, Persona à une époque. Persona, ça avait beaucoup de choses. Notre bon Billings marche bien.